Des images en provenance de Malembankulu, province de Olomami, qui ont choqué le monde. Des déclarations de propos de haine à longueur de journée entre deux principales communautés en République démocratique du Congo. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, mêlé abusivement dans une cabale des réseaux sociaux qui coûte pourtant cher à sa réputation. Voilà quelques sujets que je vais aborder dans ce spécial grand plateau que nous allons aborder avec mes confrères qui couvrent l'actualité dans le Grand Katanga en séjour à Kinshasa. Vous verrez, ils sont ingénieux parce qu'ils sont à la base de quelques travaux de qualité dans cette partie du pays-là. Je parle notamment de M. Alphonse Kabea qui est à ma gauche. Bonjour et bienvenue. Bonjour confrères, merci. Bonjour également aux nombreux téléspectateurs de Télé 50. Et juste en face de lui, il y a M. Narval Mabila, également journaliste. Bonjour. Bonjour chers confrères, Christopher, merci de nous recevoir sur ces plateaux. Et juste à côté de vous, on a, bon, on ne va pas dire un truc, parce qu'il est quand même aussi un acteur majeur de l'actualité dans cette partie du pays, M. Yannick Nseki de la Dynamique Congo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, alors, comme je l'ai dit au départ, c'est un sujet un peu moins drôle, parce que c'est effrayant. On était en début de semaine, à la veille du discours sur l'état de la nation du président de la République. Je crois pratiquement toutes les autorités provinciales séjournaient à Kinshasa. Il nous est parvenu des images d'une terreur terrible. Permettez-moi de le dire comme ça. Je vais commencer avec vous, Monsieur Alphonse Kabea, avant de recueillir les sentiments des uns et des autres. En tant que journaliste, on aimerait quand même avoir la genèse de cette situation. D'où tout ceci est parti. Merci pour la question. Le tout serait parti, selon les informations recueillies sur place, d'un débordement intercommunautaire entre des jeunes qui ont été transportés, des jeunes d'une communauté, notamment de la communauté kassaïenne, qui seraient transportés par un taximan moto jusqu'à un endroit, et ils ont fini par avoir une altercation, et de cette altercation, il s'en est suivi la mort de ce jeune taximan moto qui est ressortissant de Malembankulu, ce qui a excité la colère des autres organisations locales des jeunes de Malembankulu. Ce sont des organisations bien établies, bien structurées? C'est des organisations bien structurées parce que c'est des gens bien identifiés de la population locale et qui sont partis dans une action de revanche contre malheureusement des mauvaises cibles et tous ceux qui s'est présenté devant eux comme appartenant à la communauté kassaïenne devaient subir le supplice. Vous avez vu les images de cette pauvre dame et autres. C'est de là que tout est parti, même si nous devons être un peu plus regardants, on comprendra que ce n'est qu'une sorte de goutte qui fait déborder les vases parce que il y a plusieurs antécédents qui font que certaines personnes profitent de ce contexte un peu trouble de Malembankulu pour exciter la population, manipuler la jeunesse, intoxiquer la jeunesse. Est-ce que vous voyez de la politique dedans? Parce qu'on est quand même à quelques semaines des élections. Ça ne peut pas manquer, ça ne peut pas manquer. Et vous comprendrez que toutes les actions de violence, les cycles de violence que connaît notre pays depuis un temps, c'est parti du Kasaï, c'est passé par le Grand Bandundu, mais aujourd'hui c'est le Grand Katanga, et à la veille même des élections, c'est un climat très tendu que nous sommes en train de vivre entre les différentes communautés. Peut-être vous n'avez pas été au courant, il y a 2 jours, Kasumbalesa a été aussi sous tension, pourtant pour rien, parce que les gens vivent... Comment ça, sous tension pour rien? Sous tension pour rien parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui était un chef de quartier, en même temps appartenant à la communauté Emba. Et généralement, dans la tradition Emba, on enterre accompagné des groupes folkloriques des Mboudiers qui s'habillent à la traditionnelle avec des peaux d'animaux. Ils se mettent de la craie blanche sur les visages et qu'on sort un peu avec des flèches. Et quand les gens les ont vus, pour eux, ce sont les Bakatakatanga, ce sont les Maïmaï qui font leur incursion à Kasumbalesa. Et c'était une débandade généralisée, les écoles ont fermé, chaque parent devait courir pour retrouver son fils. Et à la fin, quand on vérifie,
Il n'en était pas de tout cela. Donc, Ce n'était qu'un simple enterrement qui n'a provoqué d'ailleurs aucun incident en dehors de cette panique généralisée de la cité de Kasumbalesa. Donc nous comprenons qu'il y a déjà un contexte tendu et malheureusement, beaucoup de personnes mal intentionnées profitent de cette sensibilité tribale qui est devenue un maillon faible de l'organisation nationale pour impulser un contexte fourbe à la veille des élections, mais qui malheureusement risquerait de coûter énormément cher à la République parce que la violence ne rime qu'à des troubles on va parler et au mal. en détail de cette partie-là de l'histoire. J'aimerais aussi avoir l'avis ou la parole de monsieur Narval Mabila, journaliste comme vous, sur quand même les conséquences de tout ceci. À action, réaction, le phénomène ne s'est pas arrêté simplement à cette dame tabassée ou à une famille. Après, avec les réseaux sociaux aussi, il faut faire très attention parce qu'on nous raconte tout un tas de choses. Il y en a même qui ont déjà trouvé le coupable, arrêté, semble-t-il. Après, c'était vrai, c'était faux. Il y a vraiment une confusion. Mais vous, comme vous couvrez sur place, on veut vraiment avoir les vraies informations de vous, monsieur Mabila. Dites-nous ce qui s'est passé après, c'est-à-dire après la scène de la moto, après la dame martyrisée dans la rue. J'ai appris qu'elle n'est pas morte. J'ai même vu une vidéo d'elle témoignant plus tard. Mais il s'en est suivi autre chose. Oui, règlement des comptes. À Malemakoulou et dans d'autres provinces, déjà, les gens commençaient déjà à se réunir, à s'organiser, parce que c'est une éternelle querelle entre deux communautés, les Balouba du Kassa et les Balouba du Katanga. Vous savez, c'est depuis la nuit des temps que l'RDC existe, ces deux communautés existent, ils sont en conflit éternel. Mais c'est aussi, bon, je vais d'abord expliquer, cette acceptation des autres qui se comportent en concurrents, les autres qui n'acceptent pas les autres qui se disent, bon voilà, c'est nous, nous avons le pouvoir, et les autres doivent se soumettre, doivent être assujettis. Et toutes ces frustrations, ça s'est entraîné et les gens déjà s'organisaient, c'est à travers les réseaux sociaux. D'autres se disaient déjà dans les réseaux sociaux, on doit se venger. Non seulement à Malemakoulou, peut-être à Lubumbashi, ou dans d'autres villes du Grand Katanga, parce que déjà la nuit d'hier à aujourd'hui, vendredi, déjà une famille a été visitée par des hommes. Une famille par des hommes armés des machettes. Quelle famille? Au quartier Bel Air, ça c'est la commune Kampemba. Ils se disent, bon voilà, qu'ils seraient de la communauté kassaïenne, ils disent, bon voilà, messieurs, après ça c'est des machettes, et après avoir cherché à récupérer l'argent, et puis de machettes, monsieur est gravement blessé. Vous voyez toutes ces conséquences, donc les autres s'organisent, cette frustration entre communautés. Est-ce qu'il y a une communauté qui attaque une autre communauté, ou bien les deux communautés sont en train de s'attaquer en ce moment? Et que fait l'autorité établie? Bon, l'autorité établie, c'est qu'il y a une certaine négligence parce que ça ne commence pas d'aujourd'hui. Quand vous voyez, il y a plusieurs partis qui symbolisent, quand on parle du DPS, et une certaine communauté, quand on parle de l'UNAFEC, une certaine communauté. Donc c'est entre deux communautés qui, chaque fois, il se déplacent même de langage, de comportement, d'attitude face à certaines personnalités politiques et à d'autres communautés. Cette acceptation, on ne veut pas que l'autre puisse peut-être faire sa campagne. L'autre, ici, c'est nous, ici, c'est ceci et cela. Ça pourrait se limiter à des paroles, voilà. Peut-être à la limite des insultes. Voilà, mais la police ne sait pas intervenir. On ne sait pas faire la pression à ces leaders politiques, des partis politiques ou même des associations socioculturelles qui font la pression aux autres. Et la police, l'État, les sphères, parce que on dirait que ce sont des boucs émissaires qui opèrent derrière certains leaders politiques pour faire pression aux autres. Et c'est silence coupable de la police et des autorités. Ça nous a entraînés là où nous sommes. Et ces conflits, comme on sait que c'est le meilleur moyen de combattre les autres. Et voilà. Mais si aujourd'hui, face à cette situation, on prend conscience qu'on devra être sérieux, parce qu'il y a eu plusieurs résolutions. Il y a eu le colloque sur les vivre ensemble. Il y a eu des résolutions. Mais la mise en application,
malgré la présence du chef de l'État et tout ça à l'hôtel Pullman Caravia, c'est sans succès. C'est ça même les conséquences, parce qu'il n'y a pas eu de suivi, tout ce qu'on a produit comme spectacle lors de ce colloque, et sans résultat qui nous entraînerait aujourd'hui peut-être à des situations assez trop compliquées, parce que c'est une boîte à Pandore qu'on vient d'ouvrir et c'est partie des plus belles. Alors, il y a eu action, il y a eu réaction, Réaction. mais on veut aussi, avec monsieur Yaling Seki, cette fois, entendre ce que l'on court comme risque avec ce climat, avec le lit dressé de la violence, comme c'est le cas actuellement. Quel risque on court, connaissant les deux communautés qui sont pratiquement obligées de vivre ensemble, parce qu'on ne les séparera pas. Il y a déjà des familles qui se sont multipliées entre communautés, ainsi de suite. On ne va demander à personne de rentrer chez soi. Ils seront toujours là ensemble, mais on court quel risque en vivant comme ça? Voilà, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes à la Dynamique Congo. Nous vivons ici à Kinshasa particulièrement. Et nos deux grands frères ici viennent du Katanga et ils vivent les choses au quotidien. Et nous avons un autre regard de ce qui se passe. Voilà. Nous partons du constat selon lequel le Grand Bandundu a été sujet aussi d'attaques entre les communautés. Et nous quittons les Bandundu, nous venons du côté du Kasaï. À l'époque, on a parlé de Kamwena Sapu. Aujourd'hui, vous parlez des conflits entre les Luba qui sont du Kasaï et ceux qui sont du Katanga. Vous voyez, ces déplacements de problèmes de zone par zone commencent un peu à nous donner une certaine idée et à nous poser une question. Et la question est la suivante: qui est derrière tout ça? Alors, quel est le risque? Bon, l'idée que nous pouvons maintenant là avancer, c'est ce que l'homme politique congolais, de par la République, doit pouvoir chercher comment organiser les communautés là où ils se retrouvent. Nous sommes les Congolais, notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. On doit se considérer en tant que tel. Si on se considère d'un coin et que les autres coins ne sont pas considérés en tant que tel, ça va créer des scissions, ça va créer des divisions. Ce sont là les risques que nous allons courir. Parce que ceux qui sont du Congo central vont rester enfermés du côté du Congo central, parce qu'ils ne peuvent pas aller directement voir ceux qui sont du Kasaï. Et ceux qui sont du Grand Bandundu ne vont pas aller voir ceux qui sont du Kasaï. Ceux qui sont du Kasaï n'iront pas chez ceux qui sont du Katanga. Ceux qui sont du Katanga n'iront pas chez de Olomami, de Maniema, ainsi de suite. Vous voyez, c'est que nous avons toujours décrié jour et nuit la problématique de la balkanisation. Et ça peut surgir si les communautés ne respectent pas ce que nous appelons le vivre ensemble. C'est que nous sommes obligés éternellement, Congolais soit-il, de là où nous restons, à vivre ensemble. Je ne sais pas, cet esprit-là est né d'où? Qu'on prenne la machette et qu'on coupe celui qui est votre, je dirais, votre compatriote. Même donc, si ce n'est pas votre compatriote, de toutes les façons. De toutes les façons, c'est quelque chose à vie est sacrée. Et puis, la vie est sacrée du point de vue de la Constitution. Et nous-mêmes, en tant qu'humains congolais de nature, c'est un monsieur ou une dame hospitalier, on n'aime pas trop voir ce qui atteint en fait à la personnalité de l'homme. Donc, la dynamique Congo condamne avec la dernière énergie et propose à ce qu'il y ait un dialogue. Oui, il y avait des colloques avant, les gens ont réfléchi, ça n'a pas abouti, mais nous sommes obligés de reprendre à zéro, voir comment procéder pour rassembler tous ces gens, parler avec eux, que chacun dégage ce qu'il a dans son cœur. Ça n'a pas marché une première fois, vous pensez que ça marchera? Mais de toutes les façons, ça ne marche pas toujours, mais ça finira toujours par marcher si on s'y tient. Donc le pouvoir politique a un rôle à jouer dans ça. On parlera des solutions, mais est-ce que parmi les pistes de solutions, il ne faudrait pas renforcer le pouvoir de l'État? Parce que tout à l'heure, on a posé la question sur l'autorité établie. Parce que ces violences ne se font plus en cachette. Je vais me tourner vers M. Alphonse Kabea parce qu'on fait un tour. Les gens qui profèrent des menaces se filment à visage découvert, distribuent des machettes en plein jour. Certains même ne se gênent pas de montrer leur appartenance politique en posant ces gestes-là. Est-ce que ce n'est pas l'autorité qui est faible, le pouvoir, l'État qui est justement faible? Exactement, je fustige la faiblesse du pouvoir étatique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme vous le dites, c'est des gens qui prennent le goût de se filmer
avec leur criminalité et qu'ils mettent à la place publique sans qu'ils ne soient interpellés. Même si pour le cas de Malemba Nkulu, c'est après coup qu'on dépêche une mission d'enquête, une mission sécuritaire et de la justice militaire et de la justice civile qui sont sur place, alors qu'il y a un administrateur du territoire, il y a la police sur place, il y a l'armée sur place, qui n'ont rien fait. C'est après coup que les autorités au niveau central devaient intervenir pour qu'on y dépêche une mission sécuritaire. Je pointe du doigt accusateur, effectivement, la faiblesse de l'autorité étatique et sa mauvaise politique. La République démocratique du Congo est sous gouvernance de la politique des originaires, la territoriale des originaires. Cette territoriale des originaires a pour conséquence que chacun veut se sentir à l'aise dans son entité restreinte de la tribu. Et ainsi, de là, il y a une intégration difficile entre les communautés. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez la communauté kassaïenne, il y a des propos d'intoxication, des propos provocateurs qui créent la frustration avec des écarts de langage quand les gens disent avec facilité « Bukalenga Bouetou ». Quand ils le disent, c'est de façon ironique avec tout ce que cela entraîne comme conséquence. Et quand il le dit au Katanga, le Katangais vous rappelle aussi que non, Katanga Nietu. Il vous le rappelle. Katanga Nietu, nous devons mourir pour notre Katanga. Et la suite, c'est un affront que chacun lance vis-à-vis de l'autre et petit à petit, ça s'entretient. Donc c'est un problème très sérieux qui concerne d'abord la mauvaise politique de la territoriale et le politicien congolais profite de cette politique de la territoriale des originaires pour manipuler la population sur ce cordon sensible donc, de la tribu. Si je comprends bien, c'est une situation vécue au quotidien. Les gens sont comme ça, sur cette corde-là, très fragile. Et cette fois, ça a suscité la réaction du gouvernement, de la population, simplement peut-être parce que ça a été filmé et diffusé. Et quand ça prend des proportions inquiétantes, il suffit qu'il y ait un débordement. Et malheureusement, depuis un temps, le Congolais en général a pris goût d'une violence... il faut la qualifier de sanguine. On n'a plus peur du caractère sacré de la vie. On tue avec facilité, avec machette, avec couteau, torture. Ça ne dérange plus les sensibilités. Une culture qui n'était pas nôtre, mais qui de plus en plus s'installe. On a vu le viol. On a vu tout ça. Ce qui est encore un peu plus surprenant, c'est les gens qui sont aux alentours. Exactement. Et personne ne bouge, on contemple. C'est comme ça aujourd'hui, quand vous tombez dans un tel sac, même en plein centre-ville de Lubumbashi, chacun passera. Le sentiment de la solidarité nationale disparaît de plus en plus. On vous regarde, ce n'est pas leur problème. C'est un Katangais qu'on est en train de martyriser, il passe. C'est un Katangais qu'on est en train de martyriser, les autres passent aussi. Donc c'est un sentiment qui prend de plus en plus de l'ampleur, ce sentiment séparatiste qui devient très dangereux parce qu'il s'accompagne maintenant de la violence. Et une violence indescriptible, là, dotée d'une terreur manifeste, publique, et l'autorité de l'État est là pour ne rien faire. Je vous donne un simple exemple à Lubumbashi. Le maire de la ville prend une décision d'interdiction d'exploitation du transport taxi-moto dans un certain rayon de la ville de Lubumbashi. On met même des plaques de signalisation pour ça. Les motards se réveillent le matin, ils cassent, ils détachent toutes les plaques, ils font même une manifestation publique injuriant l'autorité et il n'y a rien qui se fait en retour et le lendemain, ils sont en plein centre-ville, même à côté de l'hôtel de ville. Vous voyez que l'autorité de l'État n'est plus là. On injurie même le maire qui a pris cette décision. On va jusque chez lui à la maison. Alors quand les autres constatent ça, ils se disent, mais ça vient d'où ça? Comment est-ce qu'on peut tolérer des choses comme ça? Nous nous sentons en danger. Petit à petit, il faut que nous aussi, on s'organise pour résister face à cette invasion, entre guillemets, qu'on qualifierait de barbare. Ils se mettent aussi en action dans de petites organisations, à travers les partis politiques, à travers des structures ethniques, des associations socioculturelles. Et dans chaque association socioculturelle comme ça, on commence à monter petit à petit des mécanismes de résistance, des mécanismes de contre-attaque les uns contre les autres. Et au finish, c'est une soupe macédoine que nous sommes en train de fabriquer et on risquerait de très très mal en finir. On ne vit plus la paix ces jours-ci à Lubumbashi. Tout le monde est sur le qui-vive. Non seulement à Lubumbashi, dans plusieurs contrées du Grand Katanga, les gens sont sur le qui-vive d'un camp comme d'un autre. C'est plus normal.
Et malheureusement, on sent que l'État congolais ne fait rien de grand. En dehors des actions salutaires qui étaient initiées par l'archevêque de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, avec le vivre ensemble, mais aussi fort malheureusement, on n'a réuni que la classe élitiste katangaise et peut-être d'autres communautés qui se sont associées à l'action, mais c'était un problème presque inter-katangais qui n'a pas pris des envergures aussi larges. C'est la faiblesse Parce qu'on ne savait de pas cette ou conférence. parce que ça a été fait exprès? Mais la basse classe qu'on manipule, la rue qu'on manipule, n'a rien de résolution de toute cette conférence. Tous ces jeunes qu'on peut droguer pour 5 000 francs, pour 10 000 francs sur la rue, ne connaissent rien de toutes les résolutions de cette conférence. Et malheureusement, ce sont les grands noms qui vont dans tous ces grands forums, qui pour tel repositionnement politique, qui pour tel maintien dans sa posture au pouvoir, se voient obligés de manipuler les mêmes jeunes, on les rassemble, on les drogue, ils passent les rues, ils injurient qui ils veulent, ils menacent qui ils veulent. Moi-même, j'ai été victime, on a caillassé mon véhicule par les jeunes d'un parti politique et je suis passé. Pour quelle raison? Aucune raison, ils se disent, ici personne ne va passer. L'espace public, sur une avenue, ils vous disent ici personne ne passe. Je viens ne sachant pas, ils mettent des barricades. Je dis mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu nous réponds même, le premier vous administre un coup et le second ramasse déjà une pierre sur la parabrise et puis vous êtes obligé de démarrer en trompe, on caillasse et puis vous en allez. Il y en a qu'on dépouille en public comme ça, on vous arrache le sac. Un banditisme urbain s'associe à tout cela. Les jeunes dames n'ont plus la paix de circuler avec leur téléphone, leur sac, on vous l'arrache. Il y a des milieux où vous ne pouvez pas circuler librement. Il y a des partis politiques qui Là, on parle du Grand Katanga en général, c'est-à-dire toutes les provinces. Le Grand Katanga en général, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, il y a même des partis politiques qui s'organisent comme cadre de perception des taxes urbains. Dans les arrêts de bus, les taxes urbaines sont perçues par tel parti politique, tel autre parti politique. C'est tantôt l'UDPS, c'est tantôt l'UNAFEC, et deux fois, ils se cafouillent des parkings comme ça, et c'est de la violence qui s'en découle. Et la police intervient toujours en retard, après qu'il y ait mort d'homme, qu'il y ait blessure, et comme ça. On prend aussi M. Narval Mabila sur la même question. Les sanctions prévues. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas d'exemple? Quelqu'un qui s'est mal comporté, quelqu'un qui a donné ce discours de haine et qui a été sanctionné sévèrement pour servir d'exemple? Ou bien vous adhérez aussi à la thèse de M. Alphonse Kabea qui dit que l'État est très faible? Oui, l'État, ça c'est certifié. Je crois qu'il n'y a jamais eu de sanctions et les gens se comportent en maître de terrain. Et ces partis politiques sont entretenus par qui? Par ces leaders politiques. Si même le gouverneur peut être insulté, parce que ce sont des choses que nous, on n'a pas vécues. Même du temps de Mobutu, du temps de Mouzé, on n'a jamais vécu ça. L'autorité est respectée. D'abord, on est africain, et puis on est congolais, on doit respecter l'autorité établie. Oui, bon, c'est quelqu'un, c'est un militant, il prend cette décision d'insulter, je vous assure, ce sont des insultes, c'est sans valeur. Mais on garde silence parce qu'il est de tel parti, tel parti. Même en interne entre partis politiques, c'est des conflits où on peut insulter le secrétaire général, où on peut dire tout ce que l'on veut, où on peut insulter tel ou tel, on peut interdire à tel politique de ne pas aller là-bas. Et tout ce qui se passe à Kassombale, Sabo, c'est quelqu'un qui se décide, c'est lui qui est maître de terrain. Et voilà, les autres ne peuvent pas venir, sont les machettes. Tout ça, c'est bon, on a continué, on a essayé de dénoncer, mais bon, l'État est silencieux. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner? Donc, ce sont des raisons stratégiques parce que l'État ne réagit pas? ces gens-là... Est-ce que c'est un complot général? Oui. Tantôt, c'est une complicité entre ces leaders politiques ces militants qui sont en train d'entretenir parce que pour étouffer tel, pour rendre de compte à tel. À qui ça profite exactement? Aux leaders politiques. Pas tous, aux leaders politiques. Oui. À tout le monde. Tous sont complices. Donc les politiques sont en train de tuer le petit peuple. Si, il y a eu des événements il n'y a pas longtemps. Je crois qu'entre l'UNAFEC, ARDEV, ils attaquent les autres qui ont fait défection, l'UNAFEC, les transfuges de l'UNAFEC. Les autres ils s'attaquent entre eux et tout ça, machette, ceci et cela. Mais après ça, tous sont partis.
mais les blessés restent Donc pendant que face nous on est en à train leur de débattre situation. ici au plateau, on n'est pas d'accord sur tel ou tel autre sujet, on argumente. Là-bas, si vous n'êtes pas d'accord, vous Donc sortez moi la je machette. pense, oui, voilà, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que l'autre a un autre point de vue, l'autre pense autrement, il faut se régler de compte, il faut savoir il vient d'où et tout, ses origines et tout, mais tout en demandant aussi de vivre ensemble, c'est-à-dire quand vous allez dans quelque part, vous devez faire un effort de s'adapter face à cette vie-là, parce que dit-on que la civilisation est la manière de vivre d'un groupe de peuples qui différencie de celle des autres. Moi je viens de chez moi, je viens de Lubumbashi, j'ai ma façon de vivre. Mais je suis à Kinshasa, je crois que je dois faire un effort par rapport à ma façon de vivre, de m'adapter à la réalité quinoise. Moi, je crois que je ne peux pas venir imposer à 100%, même dominer les gens que je trouve. Non, s'il vous plaît, entre nous, faisons un effort d'équilibrer notre façon de vivre, de se comporter. Il ne faudrait pas qu'on vienne parce que, bon, on est là. Si c'est le lendemain, c'est quelqu'un d'autre ou peut-être du Maniema ou je ne sais pas qui devient président de la République, les autres aussi viendront assujettir les autres. Non, nous sommes tous Congolais, on se comporte tous Et vous me Congolais. dites que dans l'espace Grand Katanga, c'est comme ça dans toutes les provinces. Lualaba, Tanganyika, Okatanga, Olomami, cette animosité est en train de monter dans tout l'espace. Il n'y a pas Mais d'exception. je vous assure, ça Il y a c'est pas d'exception. déjà les guerres entre deux communautés, ça c'est la communauté katangaise et la communauté kassaïenne. Ça c'est ça le vrai problème, il faut qu'on se le dise. Mais ça, les faits se déroulent dans le Katanga. C'est pas au Kassai. Oui, non, ce n'est pas au Kasaï. Parce que la plupart, tous sont, vous voyez, les années 90, on a connu cette histoire de, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, le refoulement des autres qui sont partis et par la suite maintenant les autres sont encore revenus, cette adaptation, cette imposition de mode de vie et toute cette frustration des Katangais, ils sont mécontents. Ils disent, bon voilà, les autres sont venus nous assujettir, c'est presque une domination, et les autres n'acceptent pas. Et les autres, c'est vrai, ils viennent, ils s'imposent. Mais à un moment, il faut qu'on change, qu'on comprenne qu'on est quelque part, on s'adapte parce qu'on est venu chercher de l'emploi et tout, et tout, et tout, et tout. Et je crois que cette adaptation sociologique pour équilibrer. Même si, mon confrère Kachal a dit, on envoie une mission à Malimankoulou, qui est-ce qu'on a envoyé? Ce sont des militaires. Et les autres dénoncent, ils ont, je ne sais pas, les nombres des personnes qui ont constitué l'équipe pour aller faire des investigations, ils disent c'est une seule communauté face à une autre communauté qui s'est sentie lésée en premier. Voilà cette frustration. Et il faut bien connaître Malimankoulou. Malimankoulou, ça c'est la grande communauté. Au fur et à mesure, ce sont des mots de passe. Ça se passe entre communautés. De Malimankoulou, on va vers Kinkonja. Des Kinkonja, c'est déjà, si des Kinkonja se révoltent, c'est vers Bukama. Si ceux de Bukama se révoltent, déjà, vous avez vers Luena. Et ça s'embrasse, Tenke, et la suite, c'est autre chose. Donc, c'est la ville, c'est règlement de compte, guerre tribale. Donc, il faut faire attention. Plutôt, moi, je pense qu'il fallait d'abord organiser des consultations. Les ressortissants de Malemba, quel était le problème? Qui a commencé? Et les conséquences... Alors ça doit être permanent. Voilà, moi je pense qu'on devait vraiment attirer l'attention du Premier ministre, qui lui aussi est du Katanga, attirer aussi l'attention du Président de la République, qui connaît la situation de l'RDC, dire il faut une consultation. Le Premier ministre, que j'ai l'impression de ne pas beaucoup avoir entendu sur ce dossier. Il est, bon, en tout cas, on l'a pas assez entendu, on l'a pas assez entendu, je ne sais pas, peut-être il s'est exprimé quelque part, mais il y a certains notables qui se sont quand même exprimés face à cette situation, dire voilà, nous demandons un peu qu'il y ait un peu d'escalade face à cette situation. On parle d'Agé Matembo qui est intervenu d'une manière aussi, parce que lui aussi combattu, parce qu'il s'est dit, moi je veux devenir Baba du Katanga pour essayer un peu d'équilibrer. Ça c'est une querelle interne entre Katangais, les autres qui ne veulent pas s'accepter, l'autre qui veut, moi je veux devenir ceci, c'est d'abord des querelles internes entre Katangais. Là, c'est l'acceptation des autres, les autres ne veulent pas s'accepter, et on est en train de se diviser de chapelle en chapelle, et face aussi à ce que les autres disent, les conquistadors, ceux qui viennent conquérir les Katangas, ils frustrent les autres. Et voilà, c'est dans ces engrenages où ça va nous amener à une bombe atomique. Tout à fait. Alors, à monsieur Yannick Seki, je vais poser la question sur le moment, surtout, parce que tout ceci est en train de s'envenimer, alors que dans quelques jours, tout au plus un mois, il y a un événement qui va certainement encore attiser les tensions, notamment les élections.
comment aller aux élections dans cette situation? Est-ce que ce ne sera pas la dernière allumette qui va embraser la forêt? Mais vous avez totalement raison. Nous sommes en plein processus électoral et l'élection, la campagne électorale débute déjà ce dimanche. Et les provinces risqueraient d'établir des limites entre candidats. Comme un des gouverneurs l'a déjà fait d'ailleurs au Kassai. Entre candidats, ça sera un il n'a pas problème. été sanctionné, point Voilà. encore interpellé. Voilà, alors... Et aussi, j'interviens, par exemple, à Kasumbalesa. C'est Ce une sont dérive. ceux de l'UDPS refusent à ce que Moïse Katumbi puisse aller à Kasumbalesa. Par exemple, mais quelque part, c'est injuste. Il ne peut pas les battre. Moïse, Et des gens après ce qui que- font de bon, telles voilà. déclarations Bon, se filment, ils sont bien identifiés et personne n'ose les interpeller alors qu'il y a des autorités sur place. Là, Monsieur Annick. c'est pour ajouter encore, dans le sens où l'État n'existait pas, qu'est-ce que nous, là, qui sommes ici sur ces plateaux, ceux qui sont en dehors de ces plateaux, vont devenir? C'est que l'État doit prendre des choses en main. Le pouvoir politique qui est installé, qui aujourd'hui fonctionne, vous avez parlé du Premier ministre ici, il est du Katanga. Oui, il a fait parler quelque part, mais à un certain moment, il faut vraiment quitter ce stade du silence pour prendre parole et s'affirmer, parce que les Katanga a ses leaders, et en tant que Premier ministre, il a une caricature qui lui donne quand même cette possibilité de pouvoir parler et se faire entendre. Et à un certain moment, qu'on puisse un peu mettre de côté nos divisions. C'est que le processus électoral risquerait d'être dérangé par ce que nous sommes en train de vivre. Parce que vous voyez les Katanga des gens en train de se mettre en feu. On ne veut pas voir ceux qui sont du Kassai venir là-bas. Et aujourd'hui, on ne postule pas seulement parce qu'on est du Kassai ou c'est qu'on est du Katanga. La politique des non-originaires, Mobutu l'avait utilisée à l'époque, c'était payant. Est-ce qu'il faudrait toujours continuer avec la politique des originaires? Moi, je ne pense pas. J'ai toujours parlé de Konde Vilekikanda, paix à son âme, qui est du Congo central. Et c'est son cas prêché par exemple. Il a quitté le Congo central pour aller se faire voter à l'est du pays. C'était un exemple à suivre. Est-ce qu'il faudrait toujours qu'on répare dans l'idée selon laquelle vous êtes originaire? On le remarque quand même aujourd'hui chez les administrateurs du territoire, dans les municipalités. On veut toujours avoir quelqu'un à la tête qui est du quartier ou qui a vécu dans un des quartiers de la commune ou bien dans cet espace territorial. Non, moi je pense que c'est pas... Peut-être parce qu'on connaît bien la personne, on fait Non, plus confiance, connaître la personne connaît mieux la les réalités. la compétence ne tient pas compte de l'endroit où vous avez vécu avant pour pouvoir donner le meilleur de vous. Si vous Si plaît, on est je voulais quand même ajouter quelque Rapidement, chose. Vous voyez, du temps de l'ancien président Joseph Kabila, Joseph Kabila, dans son gouvernement, il a nommé autant des Katangais. Qui sont de Malembankoulou, de Manono et tout et tout. Si vous allez à Malembankoulou, la situation est assez précaire, pendant qu'il y a des entreprises minières qui exploitent là-bas du cassiterite, coltan et tout et tout et tout. Joseph Kabila a tout donné aux Katangais, des résultats. Ces coins-là ne s'est jamais développés. Si nous, actuellement, l'actuel président, il a quand même donné beaucoup de responsabilités aussi à ses frères. Mais si nous allons au Kassai, quel est le résultat du développement de cette province? Moi, je crois que maintenant, on doit redéfinir autrement. Au lieu de redéfinir en termes des tribus, parce qu'on doit donner à un frère, on a plutôt besoin des performances, de la volonté des gens qui doivent apporter un changement pour ce pays, là où il est, là où on l'a choisi pour prendre des responsabilités. Si avec ce cordon-là sentimental, ça s'enlise ce pays et je crois qu'on n'aura pas de chance à ce que ce pays puisse se développer. Vous poursuivez avant... Et donc, pour poursuivre et puis atterrir sur la question, moi je voudrais à ce que nous avons développé dans des émissions passées et que nous voulons développer aujourd'hui également, le vouloir vivre ensemble doit être notre élément impératif. Et que les autorités qui nous suivent, le président de la République, le Premier ministre, y compris son gouvernement, chaque leader dans son coin, parce qu'aujourd'hui on a des leaders dans plusieurs provinces, qu'on ait un message fort à lancer pour l'ensemble de la communauté, que les gens comprennent que ce que nous avons opté comme pratique aujourd'hui, avec nos frères, nos sœurs qui sont là, et vous prenez les machettes, vous êtes en train de couper, et nous sommes en train de vivre. Regardez dans vos téléphones, vous verrez ce qui est en train de se passer maintenant là. Et vous verrez que ce qui se passe au Katanga, avec les Kassaïers, entre Kassaïers et Katangais, ça risque encore de nous amener dans une situation où nous serons peut-être incapables de pouvoir résoudre. Et si la situation s'alarme et qu'on n'est plus en mesure d'éteindre le feu,
rassurez-vous que le pays sera incendié. Le processus électoral que nous voulons apaiser, cet apaisement-là est loin d'être obtenu. Monsieur Alphonse Kabia, unité nationale, processus électoral, tension tribale. Exactement. Tout cela, il y a un deuxième facteur en dehors de cette territoriale des originaires qui a une autre conséquence d'ordre économique. Aujourd'hui, toute la jeunesse, permettez-moi l'expression, exploitée par les politiciens, manipulée par les hommes politiques, est à la recherche du mieux vivre. C'est comme ça que lorsque vous êtes, par exemple, à Kolwezi, au Lualaba, les mines artisanales sont envahies par une certaine catégorie de jeunes qui viennent d'ailleurs, de certaines tribus, et ça pose déjà problème. Ils sont à la recherche d'une forme de survie, alors qu'il y a aussi des autochtones qui ont besoin de ça. Ça devient déjà un problème. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les mines artisanales posent déjà problème en ce sens-là. Il n'y en a pas assez, on vous dira que non, c'est telle communauté qui bénéficie, nous autres on nous écarte. D'ailleurs, c'est elle qui se dit du pouvoir, qui vient s'imposer. Ça crée toute cette tension-là autour du mieux vivre économique. Lorsque vous allez à Kasumbalesa, le problème qui se pose, c'est la gestion de la frontière à la douane. Curieusement, une gestion frauduleuse que l'État encourage, ce qu'on appelle les bilans. Aujourd'hui, les gens se bousculent, c'est deux partis politiques qui se disputent la gestion frauduleuse de la frontière de Kasumbalesa, entre Kasumbalesa et Lazaro. Les bilans. C'est l'UDPS et l'UNAFEC. Ce n'est pas normal. Lorsque vous êtes à Lubumbashi, dans les arrêts de bus de transport en commun, c'est encore le même conflit. JUNAFEC, JUDPS qui se disputent la perception des taxes de transport en commun. Et chacun veut gérer telle entité. Et d'ailleurs, à un moment, on légalise même cette irrégularité. L'autorité politique vient et dit non, pour tel arrêt, nous laissons à tel parti politique, tel autre arrêt, on laisse à tel Verbalement, parti c'est écrit politique. Des faits privés. Quand je dénonce une certaine médiocrité ou une certaine faiblesse de l'État, c'est accompagné de tout cela. Mais comment arriverons-nous facilement au vivre ensemble? Quand l'État est incapable de trouver de l'emploi à la jeunesse, on la manipule de cette manière-là avec toutes les conséquences que cela entraîne. Par voie de conséquence, parce que vous sollicitez qu'est-ce qu'il faut faire, je voudrais insister sur un fait, c'est que cette éducation au vivre ensemble, cette éducation à la paix, à la tolérance et même au civisme doit être une permanence. Le malheur, c'est que quand il y a des petits problèmes du genre ou des grands problèmes du genre, à la veille des élections, toutes les voix se lèvent à gauche, à droite, mais après un mois, on passera à une autre étape, tout le monde rentre dans son petit coin, la vie continue et c'est le feu sous couvert de la cendre et à un moment, ça va encore exploser, on rebondit. Il faut monter des structures permanentes d'éducation à la paix, d'éducation au vivre ensemble, d'éducation au civisme. Comment est-ce que quelqu'un peut-il se permettre, en plein centre-ville, il vient, il installe son petit foyer de feu, il commence à préparer, il crée, c'est pas, s'il faut appeler ça un restaurant ou quoi, et on ne peut rien lui dire. Quelqu'un qui conduit très mal, au risque de provoquer des accidents, il suffit de lui donner une petite remarque, l'avalanche des insultes qui vont vous suivre, et peut-être même on en vient aux mains. Donc, tout ça, c'est un manque d'éducation civique. Je voudrais que dans notre pays, que l'intellectuel congolais réfléchisse un peu plus profondément pour asseoir des structures permanentes de toute cette forme d'éducation multisectorielle à la paix, à la tolérance, au civisme. Nous en avons besoin, à la cohabitation, au vivre ensemble. Pour le dernier tour de parole, excusez-moi, le dossier que nous abordons jusqu'à présent est d'une grande valeur, d'une grande importance, c'est vraiment très capital, mais il y a aussi un autre sujet d'actualité, je dois vous mêler à cela parce que vous êtes allé à la rencontre de la vérité. J'ai appris sur ce plateau que c'est vous qui avez interrogé le médecin, l'audio qui a rétabli la vérité sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien du dossier Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, qui aurait été mêlé dans un scandale de foyer, un scandale qui aurait amené jusqu'à mort d'homme. Est-ce que, avec d'abord M. Narval Mabila, on peut
circonscrire le cadre rapidement parce qu'on est en train de chuter et chacun va prendre la parole une fois. Voilà, merci bien, chers confrères. On a entendu dans les réseaux sociaux, voilà, il y a eu tel incident qui a amené Feu Abdoul Awazi, qui s'est mis à terre aujourd'hui à Lubumbashi. Voilà, qui a eu altercation dans son ménage et qu'il serait à l'hôpital Medpark et tout. Bon voilà, ces rumeurs, ça a été entretenu. Mais nous, comme professionnels, c'est plus TikTok, c'est plus, je crois, Facebook, c'est plus WhatsApp. Nous, comme professionnels de médias, on s'est posé 1001 questions. Est-ce qu'on a bien fait le recoupement? Voilà, on s'est dit qu'il fallait aller sur terrain. Avec tout ce qu'on a eu comme élément, premièrement, on nous avait dit que Feu Abdoul avait eu de malaise sur son lieu de travail. On a pris l'option d'aller sur terrain, d'aller rencontrer les responsables de son service, c'est la brigade antifraude. Nous avons rencontré les directeurs ou les coordonnateurs de la brigade antifraude, M. Kibawa, avec qui nous avons échangé. On voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Il nous a certifié que non, il n'avait pas eu de malaise sur son lieu de service. Plutôt, on l'avait appelé par son assistant de service pour signaler que le chef des divisions, Feu Abdoul, avait de malaise et qu'on l'avait amené à l'hôpital. Voilà. Et de là, on nous dira, mais c'est quel hôpital? Parce qu'on a parlé de Medpark. Non, ce n'était pas Medpark, c'était plutôt Olines Clinic. On est allé à l'hôpital Olines Clinic, ça c'était à Kaboula-Méchi. Et de là, on nous a dit, c'est vrai que nous l'avons reçu ici. En date nous l'avons reçu ici le jour qu'il avait. Il y avait d'abord le 27 et puis le 2. Voilà, il fallait rencontrer un responsable qui pouvait bien nous expliquer les contours. Voilà, nous avons quand même rencontré les médecins directeurs où il nous a certifié, c'est vrai que nous l'avons reçu le 27, il avait juste une plaie au doigt et nous l'avons soigné et il suivait des soins en ambulatoire. Ce sont des termes techniques médicaux. C'est-à-dire il part, il revient. Il part et il revenait pendant matin-soir. Et le médecin suivait de près. C'est en date du 2 novembre qu'on est venu avec lui, dans la soirée, qu'on est venu avec lui à l'hôpital. Qu'il était dans un état trop critique, il aurait piqué une crise de tension. Et ils ont essayé de maintenir sa situation avec tout ce qu'il fallait comme protocole médical. Il est arrivé à l'hôpital en vie. Voilà, il était en vie. Et c'est sa femme qui est arrivée, qui a pris l'option de dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ont décidé avec le médecin qu'on devait l'amener chez Medpark Clinic. Avant d'arriver chez Medpark Clinic, les médecins ont pris le soin d'abord de l'amener chez Don Bosco. Don Bosco pour faire le scanner. Et puis le scanner, ils sont allés chez Medpark Clinic où il a suivi tous les soins pendant tout ce temps, période jusqu'à ce que le pire n'arrive. Voilà, ça, le médecin s'est expliqué. C'est vrai qu'il y a eu des insultes, il y a eu des attaques face au médecin. Pourquoi ce que tu as dit? Parce qu'il fallait entretenir ces rumeurs. On a attaqué le médecin après. Oui, on a attaqué le médecin. Donc, il a été même convoqué à l'ordre de médecin. Pourquoi est-ce qu'il s'est exprimé? Parce que secret médical. Voilà, secret médical. Sur ce contexte-là, peut-être. Il devait garder silence, mais parce que même entre médecins, il y a ceux qui veulent se rendre des comptes politiquement. C'est trop compliqué, mais nous, on a fait le job et il fallait éclairer l'opinion publique. On n'est pas contre qui que ce soit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les communicateurs, c'est pas les influenceurs, ils ont fait, mais nous, on a essayé de rétablir la vérité. Mais dans la vie privée des gens, il ne faut pas y entrer là-dedans. C'est une histoire trop compliquée de mêler les gens. C'est ici que nous interpellons ceux qui sont communicateurs et tout. Ils doivent faire un effort de recouper, de trianguler l'information, afin de bien donner une bonne information. Alors, parce monsieur Yannick, sinon, nos journalistes... Monsieur Yannick, c'est qui en voudrait à ce point au gouverneur Jacques Kaboula, parce qu'au final, c'est lui la cible. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme, mais lui, on veut aussi le tuer vivant. De toutes les façons, nous sommes en politique. Les gens se cherchent des méthodes pour pouvoir tirer les ficelles et avoir aussi un espace de gestion. Et pour en avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saper l'autre. C'est-à-dire en faisant des montages en titre d'information, désinformer les gens et faire en sorte que celui qui est au pouvoir ne soit plus légitimé. Il est resté quand même 5 ans. C'est parmi les rares sur les 26 gouverneurs à rester 5 ans sans grand conflit. Quand la gestion est assurée de manière orthodoxe
et avec une certaine passion du Congo qu'on a à son cœur et particulièrement de sa province, ça peut que donner ça. Mais de toutes les façons, on ne peut pas accepter la gestion à 100%. Il y aura des gens qui vont toujours dire, bon, ici ça a marché, ici ça n'a pas marché. Est-ce que les tireurs des ficelles sont identifiés? Bon, identifiés ou pas, nous ne sommes pas là. Le plus important, c'est que la vraie information, c'est celle qu'on vient de vous donner ici. Je pense que vos confrères, ils sont là à deux. Papa Alphonse Kabea va renforcer. Et c'est qu'ils sont allés à la rencontre de la vraie information et vous a donné la vraie information. Évitons d'être communicateurs ou journalistes au moment où on ne l'est pas forcément. Donc les professionnels doivent faire le travail comme professionnels et ceux qui sont professionnels, ils n'ont qu'à se confier aux professionnels pour avoir la vraie version des faits au lieu de se laisser dans la rue, avoir des rumeurs et venir le mettre dans les réseaux sociaux comme si c'était vrai. Donc la vraie information, c'est celle que vous venez d'avoir auprès de M. Narvaez. C'est un autre vrai débat de société, hein, M. Alphonse Kabea. Qui croire? Parce que vous avez fait un travail de fond. On voit que c'est même pas très difficile. Il suffit de remonter l'affaire dès le début, aller où ça a commencé, poser des questions pour avoir l'information. Mais on a l'impression que la version qui circule plus que votre version, c'est la version la plus facile, c'est-à-dire une déduction sur les réseaux sociaux. C'est un grand débat. C'est un grand débat parce qu'aujourd'hui, la profession de journaliste oublie son rôle, principalement. La rue et les réseaux sociaux ont supplanté le métier de journaliste, surtout chez nous. La rue et les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de là, même si ça peut à un moment constituer une source d'information. Mais toutes les sources d'information doivent être confrontées à d'autres sources et il doit y avoir un recoupement pour que l'information soit vraie. Donc le premier problème est d'ordre socio-professionnel. Les journalistes ont laissé les réseaux sociaux faire un long chemin avec des rumeurs, un long parcours sans que la presse ne fasse réellement son travail. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à aller à la source pour avoir un peu la vraie version. Mais au finish, nous avons compris qu'il y a une autre raison. L'autre raison est d'ordre politique. La femme de Feu Abdoul est ministre dans le gouvernement de Kiaboula. S'il y a eu altercation au sein du ménage, où d'ailleurs personne n'a été comme témoin, ça devient des faits privés qu'on ne maîtrise pas, et on se demande quel est ce raccord si facile et frauduleux qui passe de cet événement à Kiaboula. Donc on comprend que les politiciens sautent sur l'occasion, à la veille de la campagne électorale, il faut salir tel, il faut bousculer tel, mais sans tenir compte des valeurs éthiques de notre société. Le journaliste sait qu'il y a des faits privés et il y a une manière de traiter des faits privés. Le journaliste sait qu'il y a une éthique et une morale qui accompagnent la manière de traiter certains problèmes. Aujourd'hui, on est tombé même dans l'irrespect des morts. La manière dont on traitait ces rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est sans aucun respect pour la dépouille mortelle de M. Aboul en racolant des images ramassées à gauche, à droite, alors que c'est défausseté. Parce que nous sommes allés vérifier sur terrain, on nous a donné des preuves, même s'il y a certaines preuves que nous ne pouvons pas mettre directement sur l'espace public, par respect pour les morts, par respect pour l'intimité des gens, par respect pour la vie privée, on ne peut pas traiter de n'importe quelle manière. On a perdu même le sens de l'humanité quand on intervient sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous disions avec le premier sujet. Quelqu'un, comment peut-il se permettre de prendre une machette, il découpe en des parties un être humain, il est à l'aise. Quelqu'un prend la dépouille mortelle de quelqu'un, il l'expose comme il veut sur les réseaux sociaux, il met n'importe quel commentaire parce qu'il se met en posture d'ennemi politique. Non, en politique, on n'est pas là pour être des ennemis, il y a des adversaires politiques, mais on reste tous frères et sœurs avec notre éthique, surtout en tant qu'Africains, j'insiste sur cet aspect-là. Il y a des enfants issus de cette union. C'est quelle image qu'on met dans les cerveaux. Et ça reste pour toute la vie. Hein. Ce sera pour toute la vie. Vous voyez que le désastre qu'on crée parce qu'on veut communiquer comme un amateur pour faire plaisir à tel ou à tel autre. Non. Si le gouverneur Kiaboula a ses problèmes, ça ne m'engage pas, mais au moins, je sais que on ne peut pas faire un raccord si facile et si frauduleux entre ce qui s'est passé et M. Kaboul. Le reste, ça n'engage que lui.
Et tout ce qu'on décrit, le médecin l'a dit. Mais pourquoi la famille ne se plaint pas? Pourquoi la justice elle-même ne s'en saisit pas? Parce que la justice a la possibilité de s'en saisir. Et le médecin même dit, monsieur n'est pas encore enterré, vous avez la possibilité de solliciter une expertise contraire pour vérifier toutes ces affirmations malencontreuses qu'on met sur les réseaux sociaux. Et personne ne l'a fait. On voit que c'était juste de la mauvaise foi pour de la salir. mauvaise foi. Je crois qu'il faut un peu de respect, mais aussi je nous interpelle, nous journalistes, ne laissons pas la rue faire un long chemin sans que nous n'intervenions. Quand la rue fait son chemin, sans que le journaliste n'intervienne, la vérité ne sera jamais rétablie, alors jamais. Il nous a suffi de 3 jours d'enquête, nous avons eu d'autres résultats qu'on a mis sur l'espace public, même si ça ne convainc pas tout le monde. Chacun a son droit de conviction, on n'oblige pas tout le monde à suivre ce que nous avons fait, mais au moins, nous avons mis sur la place publique des sources vérifiables et fiables. Merci. Que ceux qui donnent aussi des contre-vérités nous donnent leurs sources fiables et vérifiables qu'on mette en contrepartie. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Kabea, journaliste, monsieur Narval Mabila, journaliste également, et monsieur Yannick Seki de la Dynamique Congo. Avec vous, on a parlé de cette situation dans le Grand Katanga. C'est vrai que ça concerne la RDC en particulier, mais la scène des hostilités, c'est dans le Grand Katanga que les deux communautés sont en train de s'affronter et qui pourra causer des graves dommages, surtout en cette période électorale. On a parlé de beaucoup de sujets. On espère que le message est passé. Vous avez donné vos contributions et on espère que l'autorité, les personnes habilitées pourront prendre en compte cela pour pouvoir décanter cette situation. On ne peut plus catastrophique. Merci également à vous d'avoir suivi ce grand plateau sur Télé 50. Restez fidèles à nos programmes.